Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans un autre cours de rhumatologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est la tuberculose ostéo-articulaire. C'est le cours du docteur Choual. Toujours les liens de tous les supports sont disponibles dans la description. Je vous invite comme toujours, comme d'habitude, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, c'est un thème fréquent. C'est une maladie épidémique en Algérie. C'est la tuberculose dans sa forme ostéo-articulaire. C'est la forme extra-pulmonaire. Donc, comme introduction, donc, ça, c'est un petit récapitulatif de bactériologie. Donc, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, contagieuse. Elle est due au bacille de Koch. C'est le Mycobacterium tuberculosis. Je vous invite à consulter le cours de BK. Il est dans la playlist de bactériologie. On a bien détaillé la BK. Et notre intitulé aujourd'hui, c'est la tuberculose ostéo-articulaire. Elle correspond à la localisation, bien sûr, osseuse et articulaire de cette maladie tuberculeuse. Donc, on a de la tuberculose pulmonaire qui est polybacillaire. Là, on peut noter l'existence du bacille de Koch et les tuberculose extra-pulmonaire. D'abord, ce sont les tuberculoses dites paucibacillaires. Je vous invite toujours à consulter les cours de bactériologie pour mieux comprendre le sémiologie ou bien l'infectiologie de ces virus-là, bien des bactéries-là. Comme je vous ai dit, c'est une infection paucibacillaire. C'est généralement une réactivation de bacille de Koch qui est latente. Et là, nous sommes en train de parler du terrain d'immunodépression, comme nous allons voir. Donc, une réactivation du BK, c'est fréquemment retrouvé dans, malheureusement, du sida. La corticothérapie prolongée, l'immunosuppression, comme nous allons voir. Donc, elle peut toucher le rachis, les os de l'articulation, ça c'est de l'arthrite, ou bien l'ostéomyélite et les spondylodycites. Donc, comme lésion là, comme maladie, dans la tuberculose ostéo-articulaire, on peut noter une arthrite, une ostéomyélite et une spondylodiscite, ou bien c'est la mal de Pot comme nous allons détailler. Donc, dans cette partie, on va détailler ces trois pathologies-là qui sont fréquemment retrouvées au niveau du rachis, de l'os et des articulations. Au niveau du rachis, c'est de la spondylarthrite, plutôt la spondylodicite. L'os, c'est l'ostéomyélite. Et des articulations, bien sûr, ce sont des arthrites. Donc ça, ce sont les trois thèmes à traiter dans ce cours. Donc, comme épidémiologie, c'est une pathologie fréquente dans les zones d'endémie tuberculeuse. Et bien sûr, l'Algérie est un pays endémique de tuberculose. Ce n'est pas exceptionnellement dans les pays développés, mais ce sont les immigrants et bien les immunodéprimés. Donc, elle est retrouvée aussi dans les pays développés par les immigrants et le terrain d'immunodépression, comme nous allons voir par suite. Donc, un tiers de la population mondiale est infectée par le Mycobacterium tuberculosis et l'atteinte ostéo-articulaire, l'atteinte extra-pulmonaire, elle représente 2 à 5% de l'ensemble de tuberculose. Donc, et 11 à 15% des tuberculoses extra-pulmonaires. Donc, vous voyez là, la tuberculose ostéo-articulaire, elle représente 11 à 15% des tuberculoses dites extra-pulmonaires. Je vous invite toujours à consulter les cours de bactériologie. Et elle touche les deux sexes et les tous âges. Donc, il n'y a pas intérêt à favoriser par cette pathologie ostéo-articulaire. Donc, ça, c'était quelques chiffres concernant la tuberculose ostéo-articulaire. C'est la tuberculose extra-pulmonaire. Elle se voit chez les deux sexes et chez tous les âges. Donc, en physiopathologie, donc, c'est le Mycobacterium tuberculosis. Ça, c'est un récapitulatif bactériologique. C'est le bacille acido-alcoolo-résistant. C'est le BAR. Ils sont des aérobies strictes.
C'est pour cela ce qui explique la notion de polybacie retrouvée au niveau dans les formes pulmonaires et les formes possibacillaires dans les localisations extrapulmonaires. Donc, c'est la notion d'aérobie stricte de ces BAR. Ils ont une croissance lente, on le sait déjà, c'est de 42 à 45 jours pour revenir par des cultures positives. Et elle résulte de la dissémination hématogène, donc de la bacille de Koch à partir d'un foyer viscéral primitif, souvent qui est pulmonaire. Donc on a vu dans le cours de tuberculose que les tuberculoses extrapulmonaires sont souvent retrouvées par la dissémination qui est hématogène. C'est le mode de dissémination qui est retrouvé là dans les formes ostéo-articulaires de la tuberculose. Et bien sûr, le foyer viscéral primitif le plus souvent rencontré, c'est la forme la plus répandue, c'est la forme pulmonaire, c'est la tuberculose pulmonaire polybacillaire. Ou bien, soit la dissémination d'une bacille de Koch qui est ancienne et survient de et la survenue d'une la forme ostéoarthrite ou bien ostéoarthropathie. Elle correspond à une réactivation qui est locale. Donc la dissémination, elle est ancienne, mais la réactivation, là, elle est locale au niveau de l'os, de l'articulation, et ça, ce qui explique la forme ostéo-articulaire de la tuberculose. Ou bien, soit par une dissémination du BK qui est récente et il existe un foyer actif à distance. Donc, on récapitule tous ces pathologies ostéo-articulaires sont secondaires à une dissémination, soit par voie hématogène, soit par la survenue d'une réactivation locale, ou bien la dissémination d'un foyer actif qui est à distance. Tout ça, ça va donner des formes secondaires, des formes ostéo-articulaires de Mycobacterium tuberculosis. Ça, c'est la physiopathologie. C'est un foyer secondaire par dissémination, par ces trois méthodes-là, comme illustré dans le diapo. Maintenant, on passe à la clinique, le but du cours, la partie la plus importante, quand il faut évoquer le diagnostic d'une tuberculose ostéo-articulaire et comment différencier par les pathologies rhumatologiques d'ordre inflammatoire ou bien mécanique. Donc ça, c'est facile. La notion de la tuberculose, bien sûr, après la clinique, on a le facteur ou bien les facteurs favorisants. Donc, devant des antécédents de la tuberculose. Donc ça, c'est la mention de comptage. Les antécédents médicaux du patient d'infection précédente, ou bien des antécédents de tuberculose, surtout les formes pulmonaires, la notion de comptage, l'immigration et les mauvaises conditions de vie. Donc, il existe une relation plutôt entre la tuberculose et les mauvaises conditions de vie, comme nous avons vu dans la bactériologie. Et bien sûr, la notion d'immunodépression, soit les corticoïdes ou bien les immunosuppresseurs. Donc, on avait dit que parmi les premières infections, surtout en VIH, c'est la tuberculose et aussi le terrain d'immunodépression, de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. Ça va laisser la place à ces formes latentes de tuberculose de disséminer, comme nous avons vu dans la physiopathologie, comme indiqué là, et elle va nous donner ces formes-là. Quand vous voyez, c'est du rachis, ça c'est du forme articulaire et même des ostéomyélites. Donc ça, c'est ce qui est le terrain favorisé de ces infections-là. C'est surtout la notion des antécédents, le comptage, l'immigration, les mauvaises conditions de vie, et on n'oublie pas les deux points forts, c'est l'immunodépression, c'est de la corticoïde et l'immunosuppresseur, et surtout la co-infection par le VIH. Il existe toujours une coexistence entre le VIH et de la tuberculose, surtout dans la phase SIDA. Bien sûr, l'éthylisme chronique, les cirrhoses, le diabète sucré, tout ça, ce sont des facteurs d'immunodépression. Donc, c'est l'immunodépression du système immunitaire du patient. Parfois, c'est les néoplasies traitées, les insuffisances rénales chroniques et l'hémodialysée. Donc, tout ça sont des facteurs favorisants pour rattraper de la tuberculose, surtout dans sa forme latente. Là, c'est la tuberculose extrapulmonaire, c'est la forme ostéo-articulaire. Donc, faites attention toujours à
la notion de comptage, des antécédents, surtout l'immunodépression, et parfois elle est révélateur malheureusement d'un VIH, d'un sida, d'un stade de sida qui est en train de se manifester. Je vous invite à consulter le cours de VIH. En infectiologie, on a déjà parlé de la notion étroite. Bon, d'abord, la tuberculose est parmi les premières maladies opportunistes qui rattrapent le patient lors de stade de sida. Maintenant, on va détailler les trois pathologies, les arthrites, l'ostéomyélite tuberculeuse et le mal de Pott, c'est la fameuse spondylodicite tuberculeuse. Donc, commençons premièrement par la première pathologie qui est notée au cours de l'infection à bacille de Koch, ou bien la réactivation plutôt du bacille de Koch. Là, c'est l'arthrite tuberculeuse. Je vous invite toujours à prendre des notes. Ce sont des questions fréquemment retrouvées d'examen. C'est de la sémiologie. Les caractéristiques des pathologies, c'est primordial pour vous, pour mieux déterminer, pour faire le diagnostic entre de différentes pathologies et ne pas tromper entre les diagnostics. D'abord, l'arthrite tuberculeuse, premièrement, c'est une monoarthrite. C'est une seule articulation qui est touchée de façon subaiguë ou surtout chronique. Donc une arthrite aiguë, c'est moins probablement une arthrite tuberculeuse qu'une monoarthrite qui est chronique. Donc, de façon aiguë, de façon polyarthrite, nous sommes là dans le cours de polyarthrite, mais non là, dans la tuberculose, c'est une monoarthrite, une seule articulation. Donc, l'arthrite tuberculeuse, c'est une monoarthrite subaiguë, surtout de façon chronique. Rarement on note la notion de l'oligo ou bien de polyarthrite. Quand vous voyez là la tête, elle est monoarticulaire. C'est surtout dans la hanche, 55% des cas. Le genou en deuxième plan, 32 à 59% des cas. C'est la cheville et rarement le membre supérieur. Donc c'est surtout le membre inférieur de façon chronique. Toujours, je vous invite à prendre des notes. C'est une monoarthrite de façon subaiguë, surtout chronique plutôt. D'abord, la plus fréquemment, c'est l'arthrite chronique, monoarthrite. Rarement, on peut noter l'oligoarthrite, polyarthrite. 50% des cas, ce sont des biarthrites, lésions de deux articulations, surtout dans le membre inférieur. Et là, c'est un schéma récapitulatif de localisation les plus fréquemment retrouvées. C'est la hanche, je répète, c'est le membre inférieur, c'est la hanche, suivi par le genou, la cheville et la sacro-iliite. Comme nous avons vu ça, ce sont les localisations les plus fréquemment retrouvées dans l'arthrite tuberculeuse. Je répète, c'est la monoarthrite qui est fréquemment retrouvée, mais parfois 50% des cas, c'est la biarthrite et rarement l'oligoarthrite ou bien la polyarthrite. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des critères en faveur d'une tuberculose extra-pulmonaire, d'une tuberculose ostéo-articulaire. Faites attention à tous ces critères-là. Ils sont descriptifs. Ça, ce qui caractérise la lésion ou bien la tuberculose, l'arthrite tuberculeuse. Donc ça, premièrement, c'était la première pathologie qu'on peut noter. L'arthrite tuberculose, c'est une monoarthrite, surtout chronique, parfois biarthrite, et toujours le membre inférieur qui est atteint, surtout la localisation de la hanche, des genoux, comme nous allons voir. Donc le début, il est insidieux. Le syndrome infectieux, il est discret ou bien absent. Donc c'est pas fruste, c'est subaigu ou chronique. L'altération de l'état général, suivi par des asthénies, des amaigrissements, des sueurs nocturnes. Ça, on l'appelle toujours le syndrome paranéoplasique. Et faites attention, il existe ce syndrome paranéoplasique dans la tuberculose et dans les tumeurs. Donc, ça, ce qui rend le diagnostic d'une tuberculose un peu difficile, c'est la ressemblance entre la néoplasie avec ce syndrome néoplasique qui est l'asthénie, amaigrissement, sueur nocturne avec fièvre. Ça, c'est dans les formes tardives. L'évolution, elle est souvent torpide. Les signes inflammatoires locaux sont discrets ou absents. Et on va noter dans les formes de ces arthrites-là
un épanchement articulaire, un abcès, des fistules. Donc, sont caractéristiques, ils sont révélant de la maladie des fistules, l'amyotrophie et les adénopathies satellites. Donc, tout ça dans l'examen clinique, vont orienter le diagnostic surtout la fistule. Notez bien la notion des abcès et des fistules. Et ils vont orienter le diagnostic vers une tuberculose ou bien une arthrite tuberculeuse. Comme exemple, on va prendre trois localisations. C'est la hanche, arthrite de la hanche, l'arthrite du genou et la sacro-iliaque qui sont fréquemment répandues dans ces pathologies-là, ces arthrites tuberculeuses plutôt. Premièrement, dans la hanche, elle est appelée la coxalgie. Coxalgie, ça c'est l'arthrite tuberculeuse de la hanche. C'est l'atteinte la plus fréquente, bien sûr. C'est plus de 55% des cas. Donc un gène fonctionnel et une boiterie qui est fréquemment retrouvée répandue là, surtout chez les enfants. Donc la première localisation à retenir, la plus fréquente, c'est l'arthrite de la hanche, la coxalgie. Notez ça bien, ce sont des questions bien sûr d'examen. Donc comme examen clinique dans la coxalgie, on va noter une raideur douloureuse, une amyotrophie du quadriceps. Donc, on avait dit que l'amyotrophie, c'est parmi les caractéristiques de la tuberculose ostéo-articulaire. Bien sûr, les adénopathies rétrocrurales sont parfois retrouvées et au stade tardif, on va noter la déformation de la hanche en attitude vicieuse. Donc, vous voyez là, les séquelles, ils sont fréquemment répandues dans la tuberculose ostéo-articulaire. Premièrement, c'est la hanche, la coxalgie la plus fréquente, l'amyotrophie du quadriceps et la déformation de la hanche en attitude vicieuse. Donc, premièrement, la hanche, la coxalgie. Deuxièmement, le genou. Si la lésion, si l'arthrite se localise au niveau du genou, elle est appelée la tumeur blanche du genou. Donc, comme lésion primitive, c'est c'est la synoviale qui est atteinte par cette PK ou bien cette tuberculose. Donc, on a premièrement comme lésion primitive, c'est la synoviale. L'arthrite du genou, elle est subaiguë, évoluant sur quelques semaines. Et l'examen, ça va montrer un épanchement articulaire, parfois un flessum, et rarement d'amyotrophie du quadriceps et les adénopathies rétrocrurales. Donc, comme deuxième ordre, c'est le genou qui est caractérisé par l'épanchement. Il est appelé la tumeur blanche du genou. Ça, c'est l'arthrite tuberculeuse du genou. Donc, première localisation, c'est la hanche. C'est la coxalgie, c'est la plus fréquente. C'est l'amyotrophie du quadriceps associée à des adénopathies et à la déformation de la hanche. Deuxièmement, la localisation au niveau du genou. Donc, c'est la tumeur blanche du genou. Ce sont des lésions primitives du synovial surtout. Et on note pas, notez tous ces critères-là, on note pas d'amyotrophie du quadriceps. Donc, deuxième localisation, c'est le genou. C'est la tumeur blanche du genou. Troisième localisation, troisième exemple, c'est la sacro-iliaque. Donc, vous voyez, elle est moins fréquente, c'est entre 11 et 16% des cas. Ils sont souvent secondaires à une osteiite du sacrum. Et on va détailler les osteites comme prochain titre. Et d'autres localisations, surtout les vertèbres. Donc, la sacro-iliite, elle est une forme secondaire d'une osteiite du sacrum. Notez ça bien. Soit c'est une localisation secondaire d'une osteiite du sacrum ou bien d'autres localisations, les vertèbres par exemple. Elle est surtout unilatérale, ça on a déjà abordé dans les critères, c'est les monoarthrites unilatérales de façon subaiguë et ça va caractériser par des fessialgies, c'est les douleurs fessières et même parfois ils vont simuler, c'est pas de la sciatique, mais elles vont simuler la douleur de type sciatique. Donc c'est la sacro-iliaque ou bien la lésion, l'arthrite sacro-iliaque, la sacro-iliite qui est fréquemment retrouvée. C'est une lésion ostéite secondaire à une ostéite, soit du sacrum, soit d'autres localisations. Par exemple, ce sont les vertèbres, comme nous allons voir dans les atteintes du rachis. C'est le mal de Pott et elles sont unilatérales
caractérisées par des fessages et parfois des douleurs simulantes de sciatique. Donc ça, c'était les trois exemples les plus fréquemment retrouvés comme première pathologie, l'arthrite tuberculeuse. C'est la monoarthrite, elle est unilatérale. Premièrement, c'est la hanche, comme vous voyez, 55% des cas, suivi par le genou, le pied et la sacro-iliite qui est secondaire, comme nous avons dit, à une ostite, soit du sacrum, soit du rachis. Donc, ça, c'était quelques exemples concernant la localisation articulaire de tuberculose ostéo-articulaire. C'est la hanche, la coxagie, c'est le genou, la tumeur blanche du genou et la sacro-iliite. C'est secondaire, fréquemment une ostite du sacrum ou bien d'une autre localisation plutôt vertébrée. J'espère que les arthrites sont claires. Passons maintenant aux deuxième pathologie, deuxième lésion, c'est l'ostéomyélite tuberculeuse. Donc on avait terminé avec l'arthrite tuberculeuse. Là, c'est la deuxième lésion, la deuxième pathologie qui est rencontrée là, c'est l'ostéomyélite tuberculeuse. Elle touche, là, c'est pas de l'articulation. Faites attention, ostéomyélite, c'est la diaphyse des os longs, le plus fréquemment retrouvée. Elle est monofocale surtout. Donc, ce qui caractérise les lésions tuberculeuses, c'est la monoarticulaire et la monofocale qui est illustrée là. Ça, surtout, c'est le fémur et particulièrement au gros trochanter. Donc, c'est la trochantérite tuberculeuse qui est fréquemment retrouvée là. Donc, l'ostéomyélite, c'est la diaphyse des os longs, bien sûr, monofocale, et le fémur là, particulièrement au gros trochanter, elle est appelée la trochantérite tuberculeuse. Parfois, c'est au niveau du tibia, notamment chez l'enfant, parfois au pied, l'atteinte du calcaneum qui est la plus fréquente, et même aux membres supérieurs, c'est l'humérus, le radius, les cubitus. Donc, ce sont les diaphyses des os longs qui sont fréquemment retrouvées comme atteinte ostéomyélite tuberculeuse. Les os plats, ils sont rarement atteints par l'ostéomyélite tuberculeuse. Ce sont les diaphyses, comme je vous ai dit, des os longs qui sont atteints par cette ostéomyélite. Le délai de diagnostic, il est long, soit des douleurs ou bien des tuméfactions, plus ou moins des adénopathies satellites. Les signes généraux peuvent précéder de plusieurs mois des douleurs locales. Donc, c'est le syndrome néoplasique, comme nous avons dit. Bien paranéoplasique dans la tuberculose, il peut précéder plusieurs mois ces douleurs locales. L'évolution, toujours, elle est torpide, elle est lentement progressive. Toujours, les atteintes ostéo-articulaires dans la tuberculose, je répète, sont des atteintes chroniques. C'est pas du terrain aigu. Faites attention à différencier ça. Donc, elles se compliquent d'abcès et de la fustulisation. Donc, ça, ce sont les modes de révélation les plus fréquents. Donc, c'est les abcès et les fistules qui sont révélant toujours ces arthrites ou bien ces ostéomyélites. Donc, c'est l'abcès et des parties molles et la fustulisation dans 40% des cas qui vont révéler, ou bien ce sont des complications qui vont faire le diagnostic d'une ostéomyélite tuberculeuse. Elle peut toucher l'articulation adjacente et entraîner une raideur articulaire. D'abord, les raideurs articulaires, c'est parmi les complications dans les ostéomyélites tuberculeuses. Et bien sûr, les fractures pathologiques sont possibles, mais heureusement, ils sont rares. Donc, comme deuxième pathologie, c'est l'ostéomyélite tuberculeuse. Gardez bien, c'est les os longs, surtout la forme trochantérite, la trochantérite tuberculeuse, parfois la tibia, le pied, le calcaneum, le calcanus, n'oubliez pas ça, et les os longs du membre supérieur aussi, c'est le murus, le radius, le cubitus. Tous les os longs peuvent être atteints, mais de façon monofocale. Faites attention dans l'ostéomyélite tuberculeuse. Ça, c'est parmi les caractéristiques. Le délai il est long comme les arthrites, mais il est souvent révélé par les abcès et les fistules. Ça peut toucher
l'articulation aussi adjacente et entraîner la raideur articulaire qui est parmi les complications fréquemment répandues dans les ostéomyélites bien tuberculeuses. Donc, ça, c'était tous les points forts concernant la deuxième pathologie, la deuxième maladie qui est souvent retrouvée dans la tuberculose ostéo-articulaire, c'est l'ostéomyélite. Dernièrement, l'atteinte la plus fameuse, c'est la spondylodiscite, ou bien le mal de pote, c'est l'atteinte du rachis au cours de l'infection tuberculeuse. Donc, le mal de pote, la troisième pathologie avant de conclure cette partie, c'est une atteinte infectieuse par le bacille tuberculeux de structure ostéo-articulaire du rachis, inclut même le sacrum. On a deux formes, soit l'atteinte isolée du corps vertébral, on appelle ça la spondylite, spondylose c'est par rapport au corps vertébraux, ou bien la spondylodiscite, bien discite, c'est l'atteinte de deux, l'atteinte vertébrale, qui initialement va s'étendre au disque intervertébral, voire la vertèbre adjacente, et ça c'est ce qui est appelé le mal de Pott, c'est la spondylodiscite tuberculeuse, c'est le fameux mal de Pott comme lésion extrapulmonaire. Donc, surtout, elle se voit dans le rachis thoracique, rarement dans le rachis cervical ou lombaire. La localisation la plus fréquente du mal de Pott, je répète, c'est le rachis thoracique. Surtout, la forme spondylodiscite, c'est le mal de Pott, c'est la fameuse lésion du mal de Pott. Là, vous voyez, ça c'est une infection, ça c'est de la discite, et ça c'est de l'abcès, et c'est le mal de Pott, c'est la dissémination aux disques intervertébraux et même aux vertèbres sous-jacentes. Et ça, vous voyez, ça c'est de l'abcès qui va compliquer cette lésion-là. Ça, c'est le fameux mal de Pott. Donc, au cours de la tuberculose, c'est la spondylodiscite tuberculeuse et ou bien c'est le fameux mal de Pott. Notez ça bien. Donc, les localisations qui sont fréquemment retrouvées, c'est la forme du rachis thoracique. Gardez ce point-là en tête. Ça, c'est l'illustration du mal de Pott. Bien sûr, le diagnostic aussi, là, toujours, ce sont des lésions chroniques. Le délai de diagnostic moyen est de 6 mois. La douleur, elle est de type mécanique, d'intensité modérée et s'aggrave progressivement. Là, on est en train de parler d'une pathologie qui est chronique. Les signes généraux sont inconstants. Il existe toujours l'altération de l'état général au cours de lésions tuberculeuses. Les complications là sont les compressions neurologiques et par l'abcès et l'épidurite, les syphoses et les fistules. Donc là, on va noter un retentissement sur les structures nerveuses sous-jacentes. Donc ça, c'est les compressions. Cet abcès-là, cette épidurite, ça va faire de la compression sur les structures neurologiques. Il va manifester par des douleurs. On avait dit que la lésion siège surtout au niveau du rachis thoracique. Là, on va noter des syphoses. Et bien sûr, les fistules qui sont fréquemment révélantes. Notez bien, la notion du fistule sont fréquemment répandues dans les lésions tuberculeuses ostéo-articulaires. Donc, ça, c'était la fameuse mal de Pott, la spondylodiscite, qui est fréquemment retrouvée comme lésion du rachis au cours des tuberculoses ostéo-articulaires. Donc, on avait déjà vu les trois lésions, on avait vu les arthrites, on avait vu les ostéomyélites et on avait terminé avec le mal de Pott ou bien la spondylodiscite osseuse tuberculeuse. Donc ça, c'était les trois pathologies fréquemment répandues au niveau du tuberculose extra-articulaire, plutôt extra-pulmonaire. Avant de terminer, on va voir les examens biologiques. L'énumération de formules sanguines, elle est souvent normale. Premièrement. Deuxièmement, la vitesse de sédimentation, la CRP, elle est modérément élevée le plus souvent. Elle peut être normale. Donc, là,
le phénomène inflammatoire n'est pas caractéristique au cours de ces lésions tuberculeuses-là. La recherche du tuberculose viscérale ou ganglionnaire, donc ça c'est la recherche du pica dans les crachats. On va utiliser du tubage, de l'aspiration bronchique, les urines, les ponctions, même des adénopathies qui sont satellites ou bien superficielles de ces lésions-là. Tout ça sont des examens à faire ou bien à rechercher pour mieux diagnostiquer de la tuberculose. Donc la FNS, elle est normale. Le bilan inflammatoire, il est modérément élevé ou bien normal. La recherche du tuberculose, elle est faite systématiquement par les crachats, le tubage, l'aspiration, les urines et même les ponctions des adénopathies qui sont superficielles. Et bien sûr, on n'oublie pas la preuve de diagnostic qui est l'IDR à la tuberculine, l'IDRT, qui est souvent positive et son caractère flictunière, il est évocateur. Donc, un test à la tuberculine est très évocateur d'une pathologie tuberculeuse. Il est positif si l'induration est supérieure à 10 mm chez l'adulte et plus de 15 mm chez l'enfant vacciné, donc car il est immunisé, car il a rencontré déjà l'agent pathogène. Donc c'est plus de 10 mm, je répète, d'induration et pas d'inflammation ou bien de rougeur. 10 mm d'induration comme diamètre chez l'adulte et plus de 15 mm chez l'enfant qui est vacciné. Là, c'est la notion de vaccination. Donc, comme preuve diagnostique, premièrement, c'est le DRT, l'intradermoréaction à la tuberculine. Donc, elle est très évocateur, mais elle va pas confirmer. Le diagnostic, c'est très évocateur, mais faites attention, elle n'est pas un diagnostic de certitude. Les prélèvements là, des abcès et des liquides articulaires surtout, les liquides articulaires, et on va rechercher l'examen direct, la recherche des BAR, les bacilles acido-alcoolo-résistants bien sûr, après la coloration de Zinisen. Donc, un examen direct, ça c'est un diagnostic de certitude. Si on voit l'agent pathogène, ça va nous faire appel au cours de troisième année des diagnostics, ça c'est du bactériologie. L'examen direct par coloration de plutôt par coloration de Zinisen et la mise en évidence des PAR, ça c'est le diagnostic de certitude devant une tuberculose. Aussi comme diagnostic de certitude, c'est la fameuse culture au milieu de Lowenstein-Jensen qui est le milieu électif des BK. Donc ça, ce sont les deux examens de certitude. C'est la mise en évidence directe et la culture sur milieu de Lowenstein-Jensen. Et comme diagnostic de certitude, c'est la biopsie au niveau synovial, percutanée ou chirurgicale, la ponction biopsique d'os, osseuse ou biopsie chirurgicale, la biopsie disco-vertébrale. Et on va faire quoi? Là, c'est l'étude anatomopathologique, la culture de BK. Et notez bien, l'examen anatomopathologique, ça c'est très important, c'est un aspect, quand vous voyez là, la nécrose centrale de caséum, ça c'est de l'anatomopathologie, c'est le granulome épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse. Gardez-vous cette phrase-là, c'est très évocateur d'une tuberculose. Là, c'est le diagnostic de certitude sur le plan histologique. C'est l'examen anatomopathologique qui va nous montrer, je répète, notez ça bien, c'est le granulome épithélio-giganto-cellulaire avec, je répète, avec une nécrose caséeuse centrale. Ça, c'est la description exacte, c'est la description pathognomonique de certitude d'une tuberculose. L'épithélium giganto-cellulaire ou bien le granulome épithéloïde giganto-cellulaire avec, je répète, la nécrose centrale caséeuse, c'est le caséum tuberculeux. Et qui est bien sûr un examen diagnostique de certitude. Dernièrement, toujours, comme nouvelle méthode, on a la diagnostic du polymerase chain reaction et on avait dit que la PCR, c'est un test avec une haute affinité de 100% et spécificité aussi de 100% ou de 99%. C'est un test qui est
très spécifique, un test qui est très sensible pour détecter le germe, un petit fragment de germe de l'agent pathogène qui est multiplié par la réaction de polymérase et détecté. Donc là, c'est un examen de certitude, un examen de haute qualité, un examen de haute gamme. Donc ça, c'était tout pour la première partie. On avait vu les lésions, bien les pathologies, la clinique devant les arthrites, les ostéomyélites et le fameux mal de pote avec les examens biologiques de certitude devant ces cas-là. Dans la prochaine partie, on va voir l'imagerie et l'évolution et les modalités du traitement devant une atteinte ostéo-articulaire par la fameuse tuberculose. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Je vous remercie toujours pour votre attention. Bon courage mes chers confrères.